Vous pouvez commencer. Oui, bonjour et soyez bienvenus à cette session et réinventer la ville pour la rendre plus humaine. Je suis Carlos Segovias, je suis directeur délégué de la rédaction en charge de l'économie dans le quotidien espagnol El Mundo. Et je viens de Madrid, c'est un privilège pour moi d'être avec vous. J'espère que ce débat, ça va être intéressant. Et les intervenants aujourd'hui, c'est Claire Roumet, elle dirige les travaux des Energy Cities, et Carlo Ratti, il est architecte, il dirige le MIT Sensible City Lab, et Marlène Dolvec est directrice générale de SNS et Gare en Connexion. On a aussi Winnie Maas, il est fondateur, architecte, fondateur de MVR2V, et le président d'Altarea, Alain Taravella. Et notre coordinateur est Étienne Wasmer, qui est professeur d'économie. J'espère qu'il va prendre la parole maintenant pour introduire la session. Merci Carlos. Réinventer la ville pour la rendre plus humaine, c'est un sujet très vaste et très large, très ambitieux. Et en préparant cette session, en tout cas mes notes, je me suis souvenu d'un épisode, une espèce d'anecdote d'un de mes anciens étudiants avec qui je travaillais, qui était professeur à Carnegie Mellon, c'est un Canadien, qui est venu nous rendre visite à Paris. On s'est promené un petit peu dans les rues de Paris, et, entre le bois de Boulogne et le 16e arrondissement. Et sa remarque, pour quelqu'un qui venait d'un pays qui vivait à Pittsburgh, une ville très marquée par la crise, c'était « mais c'est incroyable, ici on a l'impression d'être dans une poche de richesse et d'entre-soi, tout le monde se ressemble, tout le monde porte les mêmes tenues, tout le monde a l'air très très content ». Et ça le choquait presque, c'était presque une situation de ségrégation sociale extrême. Et il me disait qu'aux États-Unis, bien que les inégalités soient probablement beaucoup plus importantes qu'en France, elles sont moins visibles, moins choquantes peut-être. Et cette anecdote, en fait, elle me permet de démarrer sur cette idée qu'au fond, les villes européennes, et en particulier les villes françaises, ont évolué depuis une quinzaine d'années dans un sens où elles ont concentré la prospérité, le capital humain, les personnes les plus diplômées viennent dans les villes. La tendance est massive. Ça a conduit dans le même temps à une augmentation des prix de l'immobilier, de la richesse, une concentration de la richesse, des inégalités, peut-être aussi une forme de ressentiment entre les grandes agglomérations françaises et puis le reste du pays, de plus petites villes qui ont vu leurs diplômés partir et qui, au fond, ont peut-être vu la distance, en tout cas sociale et économique, s'agrandir. Et les priorités de l'action publique, c'est quand même, au départ, fondamentalement, c'est organiser le vivre ensemble, c'est organiser la cohésion, maintenir la société ensemble et resserrer les liens entre les territoires. Alors, je vais illustrer ça avec quelques chiffres pour cadrer un petit peu la discussion, si c'est possible, mais une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette augmentation des inégalités spatiales, ces disparités, est-ce que c'est quelque chose de culturel ? Et si c'était que ça serait finalement assez facile parce que les normes, les cultures évoluent au cours du temps. En une génération, on change de modèle. Ou plus probablement, est-ce que c'est dû à des phénomènes économiques, sociaux et des forces qui nous dépassent un peu? Et quelle que soit l'action qu'on peut mener à titre individuel ou dans nos entreprises ou au niveau de l'action de l'État, on doit faire face à ces forces. Je me suis amusé à regarder la proportion de diplômés dans les grandes villes par rapport aux plus petites villes. En France, on a à peu près 30% de la population qui est diplômée du supérieur. Un tout petit peu moins de 30% en 2017, mais les chiffres d'après l'INSEE ont continué à progresser assez rapidement. Il y a 25 ans, on était à la moitié, on était à 15% de diplômés. Donc on a eu une massification de l'enseignement supérieur et une augmentation des compétences. Et la question, c'est où est-ce que ces jeunes diplômés sont allés? Et sans surprise, ils sont allés dans les grandes villes. Paris, maintenant, a une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants et 61% des Parisiens ont un diplôme supérieur, c'est-à-dire 2 fois la moyenne nationale. Les plus petites villes, la proportion de diplômés tombe à 20, 21, 22%.
Et entre les deux, vous avez les agglomérations entre 100 000, 150 000, 200 000 habitants, pour lesquels les chiffres, évidemment, sont plus élevés que dans les petites villes, mais beaucoup plus faibles qu'à Paris. Donc il y a une espèce de fracture éducationnelle d'une certaine manière. Les grandes villes attirent les talents, les jeunes diplômés, avec toutes les difficultés que ça peut amener en termes de logement, en termes de transport et en termes également de façon positive en termes de dynamisme. Plus vous avez de compétences, de diplômés dans une ville, plus tout le monde y gagne. Les entreprises, parce qu'elles ont des bassins de recrutement plus larges, les talents étrangers viennent de façon plus volontaire dans des villes qui sont elles-mêmes très dynamiques, avec une classe créative, avec beaucoup de services. Mais en même temps, il y a ce drainage un peu, on pourrait presque parler d'un brain drain par rapport aux petites villes. Et la distance économique a tendance à s'accentuer. Juste un chiffre pour l'illustrer. Donc je disais, Paris a 61% de diplômés du supérieur. Les 10 premières villes françaises, la proportion tombe à 43%. Et ensuite, quand on prend, donc c'est les villes de plus de 200 000 habitants, et quand on prend les villes un peu plus moyennes, disons plus petites que Lille, et qui vont jusqu'à 100 000 habitants, entre 100 000 et 200 000 habitants, on n'est plus qu'à 37% de diplômés du supérieur. Alors évidemment, heureusement, le tissu économique, c'est pas que les diplômés du supérieur, mais ce qui contribue aux innovations, au dynamisme économique, aux innovations, c'est ce tissu d'université, de pôles de développement, de la capacité à attirer des cadres. Et là, les écarts sont très forts. Ils ont toujours été importants. Mais quand on compare la situation 25 ans avant, Paris était déjà évidemment en tête de peloton, mais ce sont les 10 villes suivantes, en gros de Lyon à Bordeaux et Lille, qui ont accentué l'écart avec les autres agglomérations. Donc il y a une espèce de polarisation des compétences dans les villes. Donc ça, c'est le premier fait. Et ça, c'est un phénomène qui est évidemment important pour nous, pour cette session, pour les architectes, les gens qui transportent, parce que ce sont des populations différentes. Ça conduit dans le même temps à une augmentation des prix de l'immobilier, puisqu'on a des gens qui ont des capacités de revenus plus importantes et les prix de l'immobilier ont extrêmement rapidement augmenté en France depuis les années 90. Les hauts salaires sont concentrés en Île-de-France. En France, on a une étude récente de l'INSEE qui est sortie de Berger et Bonnet qui disait que si on prend par exemple le top 1% des hauts revenus en France, des hauts salaires, les salariés les mieux payés dans le 1%, les 2/3 sont en région parisienne et un quart est à Paris, un quart est dans les Hauts-de-Seine, et donc le reste, 17% à l'Île-de-France et seulement 33% dans le reste de la France, et probablement concentré dans les grandes agglomérations de province. Là, on parle de salaire uniquement. Quand on regarde la richesse et donc le patrimoine des ménages, l'écart est encore plus fort. Je ne connais pas d'études très fines sur la dispersion de la richesse en France, mais quand on regarde les chiffres de richesse nationale, l'essentiel de l'augmentation de la richesse relativement au revenu national, qui a été spectaculaire et qui a donné lieu à énormément de travaux ces dernières années, l'essentiel de cette augmentation de la richesse, c'est la capitalisation foncière. Donc les villes capturent la richesse des Français, parce qu'ils payent des logements élevés. Quand ils sont propriétaires ou quand ils sont héritiers de ces appartements, ils sont riches. Et ce sont les prix de l'immobilier qui sont derrière cette accumulation de richesse. Donc c'est des ordres de grandeur qui sont faramineux. On parle en anglais de trillion, en français de billions, de 1000 milliards. Donc c'est des ordres de grandeur qui nous dépassent. Mais ça concentre l'essentiel de la richesse en France. Cette envolée des prix de l'immobilier, elle est aussi, d'une certaine manière, alors elle est à la fois une source de difficulté. Les jeunes ménages doivent soit s'endetter, soit payer des loyers importants, et ça accentue les inégalités générationnelles. Les gens qui ont la chance d'hériter ou d'avoir un patrimoine de par leur famille ont moins de difficultés à se loger. C'est aussi d'une certaine manière, une bonne nouvelle. Ça veut dire que les villes, au fond, sont devenues très attractives. Parce que qu'est-ce qui fait le prix d'un bien immobilier dans une grande agglomération? C'est la proportion des gens payés pour ce logement. On peut dire qu'il y a de la spéculation et des bulles immobilières, mais en réalité, ces bulles immobilières, si elles existent, elles ont résisté à 2 crises. La crise de 2000, la crise récente, on n'a pas encore d'éléments tangibles qui nous diraient que les prix de l'immobilier sont en train de s'effondrer. Au fait, au contraire, d'une certaine manière, l'immobilier sert un peu de valeur refuge. Et donc, ces prix d'immobilier, ils capturent en fait la qualité de vie des villes.
Si on compare la situation de Paris il y a à peu près 25 ans, où les prix de l'immobilier étaient historiquement beaucoup plus faibles que maintenant, c'est aussi parce qu'à l'époque, on avait des véhicules plus polluants, on avait des logements peut-être moins rénovés, moins agréables, et que la vie était simplement moins agréable qu'elle peut l'être maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui va être un peu l'élément subversif de la session, c'est que nos intervenants vont nous parler des améliorations, comment mieux transporter les gens, comment améliorer la qualité de vie, intégrer les services, assurer une forme de mixité sociale. Mais toutes ces améliorations seront in fine probablement capitalisées dans les prix. Et il faudra toujours faire avec ça et imaginer justement des solutions de mixité pour faire en sorte que ce ne soit pas uniquement les plus hauts revenus qui puissent se loger dans les villes, mais qu'il puisse y avoir de la place pour des infirmières, pour des gens qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans les services moins valorisés et qui puissent au fond contribuer à cette mixité sociale sans laquelle les écarts et les tensions sociales vont s'exacerber. Et donc on a un mouvement mondial comme ça, toutes les grandes villes de la planète attirent la richesse, attirent les diplômés, mais c'est source de tensions sociales. Il y a une dimension qui est très importante aussi, et je vois que je suis déjà en train de dépasser mon temps. Une des choses que les économistes expliquent le mieux, c'est, évidemment, ils ont tendance à se focaliser sur les prix, mais ils expliquent aussi très bien ce qu'on appelle les gradients de prix, c'est-à-dire les écarts de prix entre le centre et la périphérie. Et c'est un économiste qui donc dans les travaux date maintenant de 150 ou 200 ans, Ricardo, qui avait remarqué que les terres agricoles étaient d'autant plus chères qu'elles étaient proches du centre parce que l'accès au marché était plus facile, que les travailleurs pouvaient plus facilement se déplacer pour aller travailler et exploiter les ressources. Dans les villes modernes, dans les villes du XXe et du XXIe siècle, le transport est l'élément primordial qui explique les différences de prix. Pas forcément le niveau général des prix, qui est plutôt l'attractivité de la métropole, mais si vous avez des transports en commun qui sont lents, irréguliers, difficiles d'accès, avec parfois des grèves, avec parfois des incivilités, les gens vont être prêts à payer des fortunes pour se rapprocher du centre, de leurs emplois, de leurs services, de leurs écoles. Et donc, si on veut lutter contre les disparités spatiales, les investissements en transport sont le premier ordre. Le slogan « faire baisser les prix » est un très beau slogan, et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'avoir la possibilité de transporter tout le monde d'un point à l'autre de la métropole de la façon la plus agréable possible. Et avec le Covid, on va devoir repenser beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont encore vouloir se transporter et faire des temps de transport aussi élevés dans un contexte où on peut être serré dans les transports en commun. On a la possibilité maintenant d'investir dans le futur avec l'endettement à des taux qui sont pour l'instant relativement faibles. Si on devait préconiser quelque chose, ça serait d'investir dans les infrastructures plutôt que d'essayer de transférer vers des secteurs qui vont être obligés de se reconvertir très vite. Et donc, les transports, c'est un des éléments essentiels de la ville. L'environnement aussi, et je pense qu'on reviendra sur toutes ces questions et je vais m'arrêter là. On reviendra, oui. Maintenant, je vais donner la parole à Claire Romé. Claire Romé dirige les travaux d'Energy Cities sur la stratégie les partenariats. Et je pense qu'elle ne veut pas un petit changement, non? Elle veut une transformation radicale des politiques énergétiques. Et je voudrais, Claire, si vous pouvez nous donner des exemples pour l'espoir, des bons exemples européens qui essaient de rendre les villes plus humaines. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors de l'espoir, je ne sais pas si ce sera de l'espoir, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, toutes les villes se posent les mêmes questions. Donc c'est vraiment des questions qui sont totalement universelles au niveau municipal aujourd'hui, de se dire comment est-ce qu'on peut rendre la ville plus humaine. Ce qui veut dire aussi qu'à l'intérieur, en fait, de cette question, il y a l'idée qu'on a réussi à faire le contraire, c'est-à-dire qu'on a réussi à rendre les villes inhumaines et que si on veut rendre les villes plus humaines aujourd'hui, c'est parce qu'on se pose la question qu'effectivement qu'elles ne sont plus adaptées finalement à l'être humain et c'est un petit peu ce qu'a montré la crise du Covid, je crois. Donc dans quel sens? D'abord, elles sont plus respirables, donc elles sont vraiment, enfin c'est problématique pour la santé de tout habitant dans une grande métropole aujourd'hui, quelle qu'elle soit en Europe ou pratiquement, mais c'est aussi très difficile de vivre dans un environnement qui est contraint en termes spatial, très bruyant, dans un environnement qui peut être violent, pas forcément dans la violence physique, mais violent parce que tout le monde est extrêmement stressé, parce que le temps est compressé, parce que les transports ne sont pas adaptés aux besoins, etc., etc. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de changements qui sont à venir, parce que, en tout cas, même que ce soit dans les élections
ou que ce soit dans les discours même des maires et des élus, on sent que les questions qu'on leur pose aujourd'hui sont en général liées effectivement à la qualité de vie, mais pas à celle qu'on a pu définir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire accès à beaucoup de culture, accès justement à des quartiers riches, mais plutôt à avoir vraiment accès aux ressources nécessaires pour vivre en cas de crise, par exemple, en cas d'approvisionnement, de déficit d'approvisionnement ou de chaînes logistiques qui doivent être réduites. Donc, c'est vraiment réorganiser la ville. Donc, je crois qu'il va y avoir, pour les rendre plus humaines, il va falloir vraiment repenser l'espace et le partage surtout de l'espace. Donc le partage de l'espace, on parle beaucoup du partage de l'espace entre la voiture et le vélo et les piétons. Ça, c'est une chose, mais ce sera aussi le partage de l'espace entre les bureaux et les habitations, puisqu'on peut imaginer beaucoup de télétravail dans le futur, mais aussi le repenser complètement l'espace en termes logistiques. On voit qu'il y a énormément aujourd'hui, mais ça je pense que d'autres intervenants vont pouvoir l'expliciter plus, mais il y a énormément de transformations dans tout ce qui est la logistique urbaine en termes d'approvisionnement vraiment des biens nécessaires. Mais pour peut-être plus, donc on voit que partout, les villes, elles se positionnent assez différemment sur ce que veut dire la qualité de vie, et surtout parce qu'elles répondent quand même à l'urgence climatique. Et ça, c'est vraiment le cadre dans lequel la plupart des élus aujourd'hui positionnent leur action, ce qui veut vraiment dire avoir un cap clair pour la ville. Et la ville, elle ne sera vivable que si elle est neutre climatiquement parlant, carbone neutral, climate neutral. Et ça veut dire aujourd'hui avoir une vision claire de ce qu'on va faire déjà pour 2030. Typiquement, Manchester, par exemple, a décidé de se doter d'un budget carbone. Donc ça, c'est ce on voit émerger énormément des budgets carbone ou des budgets municipaux qui seraient compatibles avec l'accord de Paris. C'est une autre façon de dire les choses et c'est une autre méthode. Mais le budget de carbone de Manchester, ça veut dire concrètement qu'ils doivent normalement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 15% par an jusqu'en 2038, où ils sont censés arriver à la neutralité carbone dans leur calcul. Donc 15%, ça ne veut pas dire justement une amélioration, comme il a pu être dit justement à l'introduction, ça veut dire une réduction. Réduction, ça veut dire vraiment repenser les besoins de transport, repenser nos besoins de consommation en général et rapprocher tout ce qui est production de la consommation. Et ça, c'est pas quelque chose, on pourrait dire justement que c'est un discours que de seulement quelques villes super engagées comme Copenhague et Hambourg, mais c'est vraiment, on voit que c'est un discours qui est très très prégnant et surtout que beaucoup de villes se mettent dans cette voie. Comme Louvain, par exemple, Leuven en Flandre, en Belgique, qui s'est aussi doté justement d'un plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et dont arriver à moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et pour ça, ils ont décliné toute une nouvelle action politique radicalement différente. Là, la radicalité, finalement, elle est dans la façon de faire et dans la posture des municipalités qui vont s'engager maintenant très fortement dans le champ économique, pas pour le régenter comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, en tout cas c'était le rôle qui était dévolu aux municipalités, mais vraiment pour prendre part et ou pour faciliter les dialogues entre acteurs économiques et s'assurer justement que les chaînes d'approvisionnement sont maintenues au niveau du territoire, et ça sera plutôt au niveau d'un quartier. Enfin, c'est ce que Mariana Mazzucato, qui est une des chercheuses la plus en vogue en ce moment sur tout ce qui est l'action publique, elle parle justement de revoir l'action publique en termes de repenser l'action publique en termes de mission. C'est exactement ce qu'a fait Louvain avec 13 missions. Et dans chaque mission, en fait, il y a en tout, il y a 80 challenges parce que c'est des challenges très concrets. Mais la mission, ça veut dire qu'on met tous les acteurs autour de la table et qu'il n'y a personne qui a la solution. Un autre exemple que je pourrais donner est celui de Helsinki, qui a une très grosse entreprise, une entreprise privée qui lui fournit
chauffage urbain. Donc toute la chaleur de la ville est fournie par une très grosse entreprise qui travaille au charbon. Et cette entreprise a toujours dit qu'elle réussirait à se décarboner, que tout irait bien. Mais en fait, année après année, le conseil municipal s'est aperçu que ça n'avançait pas assez vite. Et en panne d'innovation, parce que justement, ce n'est pas forcément les grandes entreprises ou encore les grands diplômés qui peuvent aujourd'hui faire l'innovation dont on a besoin, enfin être les porteurs de l'innovation dont on a besoin. Ils ont décidé de faire un challenge ouvert complètement et de doter de 1 million d'euros pour l'innovation qui permettrait en fait de décarboner complètement l'offre de chauffage à Helsinki. Donc parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Donc ils se sont dit, on fait un grand concours mondial et on verra si on trouve une solution qui sortirait justement de ce qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc on voit vraiment des nouveaux rôles pour la municipalité. Typiquement, là, je pense que c'est un nouveau rôle d'une municipalité qui se dit, je n'ai pas de solution, je dois trouver autrement et je force l'innovation. Je m'arrêterai là pour l'instant parce que c'est le premier. Merci Claire. Oui, maintenant je vais donner la parole à Carlo Ratti. Il est architecte et ingénieur de formation. Il enseigne au MIT où il dirige le Sensible City Laboratory. Et son travail a été exposé dans plusieurs endroits dans le monde. Et deux de ses projets, les pavillons numériques de l'eau et les Copenhagen Wheel, ont été salués par les Time Magazine comme les meilleures inventions de l'année. Carlo, buonasera. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour rendre les villes plus humaines? Yeah, first of all, Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je voulais commencer par quelque chose, par les conditions tout à fait particulières dans lesquelles nous nous trouvons et que nous vivons depuis quelques mois. Je me suis confinée à New York et à Boston et ensuite je suis rentrée en Italie. En Italie, il y a une discussion intéressante. J'ai décidé de me connecter non pas de mon bureau, mais d'une petite ville au bord de la mer, Portofino. Et on a montré que l'on peut en fait travailler de n'importe où. Donc l'avenir ne sera pas l'avenir des grandes villes, comme nous venons de l'entendre. Et on va avoir l'avenir des petites villes ou bourgs, borghi, comme on dit en italien. Donc il y a quelques semaines, je suis arrivée ici et je me suis connectée pour vous parler. C'est une petite expérience. Donc, effectivement, je vous parle par mon téléphone. C'est pour ça que la caméra tremble un peu. Désolée. Mais vous avez tous entendu parler de gens comme Jack Dorsey sur Twitter ou ce qui est dit de Peugeot Citroën, où il est dit que si les gens ne veulent pas aller au bureau, ils peuvent quitter le bureau pour toujours. Donc, il n'y a plus besoin de bureau. Il y a des entreprises en crise qui commencent à réduire leurs effectifs. Aussi, j'aimerais vous parler de quelques idées qui me sont venues. Je pense tout d'abord qu'il faudra quand même des bureaux. La raison pour laquelle on a besoin de bureaux, c'est que dans les espaces physiques, on a davantage d'interactions. J'aimerais vous parler d'une petite recherche que nous avons menée à bien. Je sais qu'il y a un article qui vient d'être publié dans Le Monde ou qui va se paraître dans les jours à venir et qui va être publié à l'international et qui montre le début de cette recherche. Ce que l'on voit, c'est assez intéressant. Nous analysons la manière dont les gens se connectent et ce avant et après la crise du Covid. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les réseaux sociaux se sont appauvris, mais qu'il y a, en fait, ont pris de l'importance, pardon, et qu'il y a des liens importants, mais que les liens faibles deviennent plus faibles. En fait, dans les espaces physiques, on rencontre des gens avec qui on ne Skype pas, on ne WhatsApp pas, mais des gens qui nous apportent beaucoup de richesse.
Et ce qui est intéressant dans ces résultats préliminaires que l'on publie déjà maintenant, c'est que l'on voit qu'il est encore nécessaire d'avoir les espaces physiques, les espaces de bureau, où l'on peut rencontrer ces gens avec qui on peut parler, pas les gens avec qui on va prévoir une réunion sur Zoom ou sur autre chose. Et je crois qu'on ne pourra pas revenir à ce qu'on a toujours fait. En effet, la raison, c'est que la flexibilité dont nous avons profité est quelque chose qui va nous rester. Et nous avons conservé cette flexibilité, nous allons la conserver. Et beaucoup de mes amis à Paris font du 2+3, 2 jours d'un côté, 2 jours chez eux, 3 jours au bureau, vice-versa. À New York aussi, notre équipe au MIT est répartie avec des gens à Cambridge, des gens dans le monde entier. Désolé, je suis à l'extérieur, c'est pas très facile. Il y a une mouche qui me gêne. Donc, disais-je, la chose intéressante, c'est que nous avons bien aimé cette souplesse et nous allons continuer à en profiter. Alors, on ne sera peut-être pas à 2+3, on va peut-être s'organiser autrement, mais en tout cas, on va conserver de la flexibilité. Et la conséquence peut être assez profonde et importante. Du point de vue humain, il va falloir repenser les espaces de bureau, et il faut repenser au fait que si on passe peu de temps au bureau, il faut que ce temps soit plus productif. Donc, ce sont les gens avec qui vous allez avoir des liens forts, pas les gens avec qui vous avez les liens faibles. Et puis, il y a le fait que cette souplesse peut être très utile pour améliorer nos villes. Le problème des villes du XXIe siècle, c'est un problème du tout synchroniser. Les infrastructures humaines ont assez de capacité, mais le problème des moments, des pics, c'est que, par exemple, on a besoin d'une infrastructure tous en même temps. Ou alors, on va tous partir en vacances en même temps. Et alors, les infrastructures sont saturées. Donc, cette souplesse que nous avons acquis, si on joue correctement, si on l'utilise correctement, nous sera utile et nous permettra d'éviter ces pics. Réfléchissez à ce que l'on a fait pendant le Covid, ça a aplati la courbe et ainsi ajusté la capacité. Et on a, par exemple, essayé de lisser la courbe du Covid pour permettre de s'ajuster aux capacités hospitalières. Alors, pour les bureaux, comme bon, on vous l'a dit, je dirige le MIT Sensible City Lab, mais on a par exemple un siège et quand on a commencé le Covid, on a essayé de réfléchir à la manière dont on pouvait organiser l'espace pour le bureau de demain. On a vu une accélération de 5 à 10 ans dans la souplesse et dans le fait que cette flexibilité peut donner naissance à une nouvelle organisation de l'espace pour permettre des rencontres physiques. Donc, c'est un petit peu l'éléphant dans la salle. Comment est-ce que les choses vont changer en fonction de ce qui s'est passé ces derniers mois? Grazie Carlo, merci de vos explications. Et je vous félicite que vous avez vaincu la mouche qui vous dérangeait. Maintenant, je vais donner la parole à Marlène Dolvec et mettez-vous à sa place. Elle a été nommée directrice générale de SNCF Gare et en Connexion le 29 janvier. C'est ça. Hein. Et le 15 mars a commencé le confinement. 15 mars, confinement. Et 3000 gares en France, 10 millions de passagers par... Enfin, c'est pas mal pour commencer. Votre bureau, après une importante carrière financière, et je voudrais vous demander comment sentez-vous après ce commencement et comment introduire la gare dans la nouvelle ville que nous avons besoin. Merci Carole. Je suis très heureuse de participer à ce débat.
je porte une conviction, la ville de demain, c'est la gare de demain. SNCF Gare et Connexion, c'est le spécialiste de la gare, de la conception par notre filiale d'architectes AREP, à l'exploitation en passant par la valorisation et les commerces. Comme vous le disiez, SNCF Gare et Connexion, c'est 3030 gares sur tout le territoire national, des petites et des grandes gares. C'est 10 millions de visiteurs par jour. Et c'est 10 millions de mètres carrés de surface. En fait, la gare, c'est une ville miniature. Moi, j'ai envie de partager avec vous, oui, la gare comme la ville plus humaine, oui, la gare comme la ville plus écologique. Et puis, j'ai une conviction forte aussi, c'est que la gare comme la ville doivent concilier les usages et réconcilier les singularités. Je vous donnerai des exemples. Donc oui, la gare comme la ville plus humaine. D'abord, la gare, la ville, c'est l'histoire. Nous avons un magnifique patrimoine historique dans nos gares que nous perpétuons en faisant plus de 100 expositions de culture par an. La gare comme la ville, c'est humain parce que c'est sans discrimination. Tout le monde est accueilli dans nos gares françaises. La gare, comme la ville, ce sont des lieux de vie, des lieux de commerce, des lieux de service. Nous avons 1500 commerces dans nos gares françaises et beaucoup de services aussi, des crèches pour la petite enfance, des espaces de coworking et nous en sommes fiers de pouvoir développer ces services. Alors la gare, c'est aussi au cœur de la transition écologique. Intrinsèquement, la gare, c'est pour le train. Pas de gare sans train. En fait, on va dans une gare pour aller prendre le train et comme on le sait, le train, c'est le moyen de transport le plus décarboné. Un voyage en train, ça consomme 50 fois moins qu'un voyage en voiture. Donc en fait, la gare a pour ambition d'encourager à prendre le train. Et la gare, du coup, nous avons pour nos gares 4 ambitions majeures. D'abord, une ambition d'augmenter le nombre de places de vélo dans nos gares. Nous allons passer à 50 000 places de vélo en 2025. Nous avons aussi également pas mal d'ambitions sur la transition énergétique, notamment par le photovoltaïque. Nous avons également des ambitions en matière de déchets, avec un zéro déchet à horizon 2035. Nous avons aujourd'hui des expérimentations en cours, notamment dans la gare de Strasbourg, avec une méthanisation des déchets. Par la filiale d'architecture AREP, nous concevons aussi de manière plus écologique. C'est très fortement porté dans nos ambitions stratégiques par du biosourcé, du végétalisé ou du réemploi de matériaux. Donc moi, je crois profondément qu'il faut aller vers cette écologie, vers cette transition écologique. Mais alors peut-être que c'est parce que je suis une femme ou une dirigeante qui est très, très attachée à l'exécution. Mais en fait, parfois, je me dis quand même, il faut faire attention et ne pas oublier de réconcilier les singularités. Je vais donner 3 exemples. On peut se dire parfois, la nuit, peut-être qu'on pourrait éteindre les lumières de la ville comme de la gare à minuit pour pas consommer. Eh bien moi, je pense que pour la femme qui rentre à 1h du matin chez elle, ça pourrait finalement la pousser à prendre la voiture alors qu'elle aurait peut-être fait différemment. Et pourtant, on sait qu'effectivement, l'énergie consommée la nuit est moins forte. Donc voilà, je pense parfois qu'il faut faire attention à réfléchir finalement aux impacts de ce que l'on fait. Dans nos gares, deuxième exemple, les gares sont grandes, souvent très aérées, parfois un peu froides et un peu froides l'hiver. On pourrait se dire c'est très bien, on ne va pas dépenser de l'énergie, mais en fait finalement si on empêche les gens de venir dans la gare parce qu'ils n'ont pas des zones de confort, en fait peut-être qu'ils ne seront pas encouragés à prendre le train et qu'ils prendront la voiture pour leur point d'arrivée et que finalement, nous, on veut vraiment qu'ils prennent le train parce que le plus écologique pour nos gares, c'est bien le train. Donc, en fait, il ne faut pas là aussi vouloir aller trop loin et finalement priver certains de zones de confort. J'ai un 3e exemple. Le vélo. Quand on me dit, est-ce que vous voulez encourager le vélo dans l'intermodalité pour arriver dans vos gares?
d'ailleurs, comme les transports en commun, le tramway. Je dis oui, bien sûr, je veux encourager le vélo, mais est-ce que vous voulez, du coup, et on me dit, est-ce que du coup, vous voulez finalement supprimer les voitures? Dans l'esprit, je pourrais dire oui, mais en fait, moi, j'imagine la jeune femme qui arrive avec son nourrisson de 2 mois, 2 enfants et des bagages, je l'imagine assez mal arriver en vélo, et si je lui facilite pas l'accès en voiture à la gare, finalement, elle va prendre encore une fois la voiture de la ville de départ à la ville d'arrivée, alors qu'elle aurait pu prendre le train si on lui avait facilité l'accès à la gare. Donc en fait, voilà, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas penser, il faut pas être binaire. Il ne faut pas penser la ville comme la gare pour un jeune homme qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de charge de famille. Et il faut accepter, de réconcilier les singularités de chacun. Donc oui, je crois en une ville plus humaine, plus verte, plus écologique, plus accueillante. Et puis, j'ai bien entendu, Étienne, tout à l'heure, plus agréable avec nos transports. Bon, merci Marlène et merci que vous avez très bien respecté votre temps. Merci beaucoup. Et Winnie Mas, il est architecte, urbaniste, paysagiste. Il est cofondateur et architecte principal du MVRDV, qui commence avec M de Winnie Mas. Il est professeur d'urbanisme et d'architecture à l'Université technique de Delft et directeur de Y Factory. Et je sais, Winnie, que tu détestes improviser, mais on a trop improvisé dans nos villes, n'est-ce pas? Good question, good introduction. C'est une bonne question et une bonne introduction, et je vous remercie de me permettre de vous faire part de mes idées et de discuter avec vous de l'avenir des êtres humains dans la ville. C'est un sujet très vaste, pour être honnête. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous faire une liste, vous dresser une liste des différents aspects de la ville humaine en tant que telle. Alors, on va commencer de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, parce que nos villes et notre planète sont en train de passer par des changements radicaux, changement de climat, appauvrissement et épuisement des ressources naturelles, disparité, tension sociale, mobilité des populations, migration, changement dans le transport. Il y a une désertification rampante. Et il y a une croissance exponentielle de la population, croissance démographique exponentielle. Donc, il faut plus d'oxygène, plus d'énergie, plus de produits et moins de déchets. Donc, il faut réfléchir dès maintenant à cette ville humaine afin de pouvoir façonner l'avenir de nos villes. Et aussi donner forme à façonner nos économies. À mon sens, la ville est le principal moteur du changement mondial. Je vous demande pardon, dit l'orateur. Nous allons avoir davantage de pollution et de problèmes sociaux et économiques, ce qui rend la vie dans les villes difficile. En fait, toute amélioration apportée à la ville est incroyablement efficace parce qu'elle impacte énormément de vies et a des résultats considérables et instantanés. Alors, quel type de ville voulons-nous? Je vais vous faire une liste de mes espoirs et de mes objectifs. Parce qu'il nous faut une ville qui offre des opportunités égales à tous, une ville sociale, une ville verte et renouvelable, une ville de culture, une ville qui ait un sens, une ville libre et accueillante, démocratique, accessible, et qui soit à la fois passionnante, merveilleuse. Il nous faut une ville intime, personnelle et belle. Alors, commençons par le premier point. La ville humaine en tant que telle doit être bien sûr centrée sur l'humain, et il nous faut beaucoup plus écouter les voix de ceux qui font la ville.
Il nous faut leur demander ce que sera l'avenir et comment ils l'envisagent. Est-ce que nos villes peuvent être plus responsables, plus curieuses? Est-ce qu'elles peuvent être audacieuses, et sans peur et expérimentales? Un petit peu, est-ce elles peuvent être petites comme les villes italiennes dont nous parlait Carlo? Et il faut qu'on puisse y marcher, il faut qu'elles soient diverses, qu'elles soient durables. Et moins elles occupent de terrain, mieux c'est. Alors, en cette époque de Covid-19, la densité peut vous paraître étrange, mais la densité permet de réduire les problèmes de mobilité, les problèmes d'énergie, et comme le disait également Carlo, permet davantage de réunions, de cohabitation et donc davantage d'efficacité. Et une vie d'égalité et de justice sociale. En effet, l'injustice sociale est telle que pour beaucoup, il n'est pas possible d'habiter dans les villes. Partout dans le monde, le logement est devenu une ressource rare. Il nous faut un effort de logement global pour rendre les logements abordables et durables. Ensuite, je crois qu'une mauvaise planification urbaine, une mauvaise urbanisation peut entraîner des problèmes. Une ville doit être la garantie, une bonne planification urbaine, une bonne urbanisation doit pouvoir garantir l'inclusion et la mobilité. Plus la ville est grande, plus il faut pouvoir avoir des endroits comme des petits squares, des petites places, des petits jardins, des petits endroits auxquels on peut s'attacher, car l'attachement personnel à nos villes et nos quartiers rend la ville bien meilleure. Et l'urbanisation, la planification urbaine permet de rendre la ville beaucoup plus humaine. Alors une ville sans voiture. Beaucoup de gens aiment utiliser les voitures, mais on n'aime pas les voir. On n'aime pas marcher le long de rues où il y a beaucoup de trafic. Et ceci, bien sûr, a une influence sur la performance économique. Alors, on nous dit depuis des années que quand on a moins de voitures, ça signifie davantage de revenus dans les centres urbains. Alors, ces villes plus denses, plus intimes et plus piétonnes ont une qualité tridimensionnelle. Mais cela ne suffit pas. Il n'est pas suffisant d'occuper les trottoirs. Il faut aussi amener ces bâtiments publics à un niveau plus important et les connecter les bâtiments par des forêts verticales ou des villages verticaux, un petit peu comme un village de montagne, l'idée étant de créer une ville dans la ville. Il nous faut aussi du vert. Les villes actuelles sont des îlots de chaleur. Et pourquoi ne pas avoir des jungles plutôt que de couvrir les villes de béton? Pourquoi ne pas décider de les rendre vertes, d'en assurer la biodiversité afin de réduire la température et d'absorber le CO2? Donc des villes démocratiques, libres, des villes qui sont éduquées et qui sont en mesure de décider par elles-mêmes, non seulement quant au parking, mais quant à l'aspect de leur environnement, et afin d'avoir des citoyens plus heureux et qui ont le contrôle de leur vie. Il faut bien sûr assurer la gestion de l'eau et de l'énergie, et ainsi on pourra se préparer pour l'avenir et réduire notre empreinte. Et enfin, autre point, il faut être connecté. Il y a beaucoup de technologies récentes dont vous avez parlé qui peuvent être intégrées dans nos vies et embarquées dans nos vies afin d'aplatir la courbe, comme on l'a dit. 12e point.
Il n'est pas nécessaire d'être générique, il faut avoir des quartiers créatifs. Toutes les villes ont besoin d'hôpitaux spécialisés en cancérologie, d'avoir des fonctions régionales, et ainsi elles doivent coopérer et non se faire concurrence et essayer d'assurer une coopération stratégique. Alors, j'arrive au 13. Ma belle ville, belle, grande qualité, avec des parties historiques dans la ville, mais qui doivent être partout si possible, et des lieux que les gens aiment et qui sont plus durables et qu'on ne les démolira pas. Tout ceci rend la ville beaucoup plus intelligente. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et c'est à tous les niveaux, à toutes les compétences, qu'il s'agisse de grands ou de petites villes. Il s'agit d'avoir de meilleures villes, un meilleur monde, et ceci en ayant une planification à plus large échelle pour arriver à nos prochaines villes humaines. Je vous remercie. Merci Winnie. Mais maintenant, on va, malheureusement, il ne peut pas nous accompagner maintenant, mais on va écouter une interview avec Alain Taravella. Il est le président et le fondateur d'Altarea, développeur des centres commerciaux et acteur global du secteur immobilier. Merci, Monsieur Taravella. Je vous pose, la première question. À votre avis, à quoi ressemblera la ville de demain et comment les prix des logements évolueront-ils au court et à moyen terme? Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de me retrouver ce soir à Aix pour cette séance des rencontres économiques un tout petit peu particulière. Et je sais que le thème global de ces rencontres est lié aux usages de la data et aux usages de la data sur la ville. Moi, ce que je voulais d'abord dire, c'est que la ville de demain doit être une ville où les gens aient envie d'habiter, de travailler, de s'amuser, de faire du commerce, etc., etc. Je pense que la data est un moyen, n'est pas une fin. Donc moi, comment voir la ville de demain? D'abord, il y a une première chose à prendre en compte, c'est qu'il y a un afflux de population qui va devenir de plus en plus important vers les villes. Il existe déjà, et donc la métropolisation est inévitable. Notre problème, ce n'est pas d'arrêter la métropolisation. On ne peut pas empêcher les gens de partir d'endroits où ils n'ont pas de travail pour aller dans les endroits où il y a de l'activité. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la métropolisation soit heureuse, soit inclusive, puisse permettre à tous de bien vivre. Et c'est ça l'enjeu. Donc, je pense que la ville de demain sera multiple. Il continuera d'y avoir, et c'est une utopie de penser que ça ne sera pas le cas, il continuera d'y avoir des villes tentaculaires, des villes où on ne vivra pas bien, des villes où les gens s'entasseront, où il y aura des bidonvilles, et on va passer par ça tout au long du XXIe siècle. Et puis, progressivement, on va pouvoir transformer ces villes. Il faut aussi se rendre compte que cette capacité à transformer les villes et avoir des villes plus humaines, c'est un luxe que peuvent se payer les civilisations où le pouvoir d'achat est élevé, qui peuvent sacrifier un certain nombre d'éléments pour que la vie soit plus agréable. Aujourd'hui, dans nos civilisations, en Europe, nous avons des villes qui fonctionnent bien. Et bien sûr, on voit toujours les défauts. Mais quand on compare aux villes d'Afrique, aux villes d'Asie, on est au paradis. Donc, notre sujet, c'est de faire en sorte que la ville soit heureuse. Pour que la ville soit heureuse, je pense qu'il faut changer notre regard. Il y a eu tout au long du XXe siècle des spécialisations, des morceaux de ville. Il y avait un morceau de ville pour habiter, un morceau de ville pour faire du commerce, un morceau de ville pour travailler. Je pense que pour que la ville soit plus heureuse, il faut faire des quartiers ensemble où, en proximité, on puisse avoir l'ensemble des besoins. Il faut bien sûr du logement, puisque c'est la base de la ville, mais il faut aussi du commerce, des bureaux, que tout soit ensemble.
et avec une connexion transport en commun. Donc, la ville de demain, c'est une ville multiple, je dirais des morceaux de ville les uns autour des autres, reliés par des transports en commun, mais surtout où on puisse introduire la mixité. Donc voilà ce que nous faisons, nous, Altarea, quand nous bâtissons des morceaux de vie. Et là où la data peut être utile, ça nous aide à mieux faire fonctionner tout cela. Mais le grand sujet, c'est de savoir comment on peut amener tout le monde à cette ville heureuse, inclusive, multiple. Les prix aussi, comment vont-ils évoluer, vous pensez? Vous savez, les prix, on est dans un système d'économie libérale de façon globale, donc il y a beaucoup de gens qui veulent aller en ville, il n'y a pas beaucoup de terrain, et les gens qui habitent déjà ces villes n'ont pas envie d'avoir trop de voisins et trop de nouvelles populations qui arrivent. Donc, je dirais que demain, la ville, sauf intervention des pouvoirs publics, quels que soient les pays, les villes vont continuer à être de plus en plus chères parce que le terrain est de plus en plus rare. Et pour aujourd'hui, le grand sujet, c'est que on ne veut pas de densité à l'intérieur des villes. Quand on est, c'est not in my garden, on veut bien de la densité à condition que ça soit chez le voisin et pas en face de sa maison. Et on ne veut pas artificialiser les sols, on ne veut pas construire à la place des champs de blé. Donc, il y a bien un problème. Il y a un problème qui est qu'il va falloir densifier les centres-villes existants, monter, ça va coûter de plus en plus cher, et je pense que globalement, il va y avoir une pression à la hausse des prix dans les villes. Alors après, il peut y avoir des compensations économiques, ça dépend des taux d'intérêt, ça dépend d'un certain nombre d'autres facteurs. Mais globalement, ce qui va être de plus en plus rare risque d'être de plus en plus cher. Et que doivent faire les pouvoirs publics pour relancer ce secteur si important et aussi pour favoriser l'accès des citoyens au logement? Je dirais que le sujet des pouvoirs publics, il y a en France, mais comme dans beaucoup de pays, il y a deux niveaux de pouvoirs publics. Il y a les États et les collectivités locales. Les États doivent favoriser la construction, l'achat de logements par des mesures souvent fiscales. Ils doivent mettre des règles pour que notamment les appartements nouvellement construits répondent à des normes environnementales de plus en plus drastiques. Donc le pouvoir des États, c'est de réglementer le logement de façon générale et de mettre de l'argent pour que ceux qui sont intéressés par l'acquisition de logements ou ceux qui veulent être locataires aient l'argent nécessaire pour ça. Ça, c'est un premier point. Mais ça ne suffit pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de l'État. Enfin, je vois ça en France. En France, l'État favorise le logement et aide la construction et la vente de logements. En revanche, nous avons en France 36 000 communes, donc nous avons 36 000 décideurs de ce qui doit se construire dans leur commune ou pas. Et aujourd'hui, nous remarquons de plus en plus une réticence des populations à l'afflux de nouveaux arrivants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc les mairies, les maires sont de plus en plus restrictifs pour la construction de logements sur leur commune. Je ne dis pas tous les maires, mais il y a une tendance générale qui est de dire moins de logements. D'ailleurs, la construction de logements, il y a toujours des termes un peu qui sont critiques. On dit la bétonisation. Voilà, construire des logements, c'est bétonner. Construire des logements, ce n'est pas bétonner. Construire des logements, c'est loger des gens qui en ont besoin. Tout le monde dit que nous avons besoin de logements. Les logements, malheureusement, on ne peut pas habiter en télétravail. On habite dans des appartements qu'il faut construire. Alors qu'on les construise en bois, ça va se faire de plus en plus, ou en béton, ça prend de la place, ça prend de la vue, ça prend de l'espace pour les voisins.
Donc, ce qui est aujourd'hui le plus compliqué, c'est moins l'État qu'une réticence de plus en plus marquée des citoyens et de leurs représentants qui sont des collectivités locales à avoir de nouvelles constructions dans leur environnement. Ça devient de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de restrictions et là, nous allons probablement faire des blocages. En ce moment, en France, cette année, il va se construire, parce qu'il y a eu les élections municipales en plus qui ont été décalées, il va se construire 150 000 logements de moins que ce qui était prévu. Tout ça parce qu'il y a un blocage administratif. Ce n'est pas de la faute de l'État. C'est une multiplicité de petites décisions d'un certain nombre de communes en même temps. Merci. On va passer au débat maintenant et je vous demande des réponses courtes parce qu'on n'a pas trop de temps. Et je voudrais commencer par Claire parce que vous avez parlé tout à l'heure du rôle des municipalités. Vous venez d'entendre M. Taravella qui disait qu'il y a un blocage administratif des communes parce qu'ils disent que construire, c'est bétonner et ils ne veulent pas de nouveaux voisins. Est-ce que la transition énergétique peut résoudre ces problèmes? Quelle est votre opinion? Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours pensé en bétonnant toujours les mêmes espaces. Enfin, finalement, on a beaucoup pensé densification et on a pensé que l'écologie voulait dire densification. Parce que ça veut dire moins de transport, parce que ça veut dire moins d'emprise sur le sol, sur la terre. Mais peut-être que justement cette crise du coronavirus va aussi nous emmener vers des nouvelles façons de penser le logement. Bien sûr, de toute façon, il y a énormément de besoins de logement dans les villes et ça reste un des problèmes principaux. Un des principaux problèmes. Mais par contre, on peut tout à fait imaginer maintenant aussi avoir beaucoup plus d'interactions et travailler à un niveau du district. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs justement à Madrid dans la précédente mandature. Je ne sais pas si ça a été continué ensuite, mais travailler vraiment au métabolisme urbain par quartier. Bruxelles le fait très bien, par obligation entre guillemets, parce que c'est 19 communes dans une seule ville, mais c'est justement vraiment essayer de penser la ville plutôt comme une grappe de raisin plutôt que comme une pastèque, ou avec justement pas seulement un seul centre attractif. Et je crois que du coup, cette densification et ce besoin de logement peut aussi peut-être être pensé différemment dans d'autres zones, dans des zones qui sont aujourd'hui des zones post-industrielles ou des zones qui peuvent être en déshérence ou des zones qui peuvent être des zones commerciales totalement inappropriées aux besoins de changer justement nos modes de consommation. Il y a des réservoirs aujourd'hui de zones qui sont ni des zones naturelles, ni des zones de logement, et y compris d'ailleurs les zones de bureaux à Bruxelles. Ils sont vraiment en train de penser très très sérieusement à transférer une grande partie du stock du bureau totalement vide et qui se construit toujours plus de mètres carrés par jour de bureaux qui vont rester vides en logement. Donc il y a moyen aussi de penser autrement que seulement de la diversification. Mais de toute façon, le logement, ça reste un problème principal et je crois qu'il ne se fera que si les villes et les métropoles aujourd'hui, qui sont très attractives et qui sont en train de mourir sous leur attractivité, d'étouffer en fait de par leur propre attractivité, que ce soit d'ailleurs une attractivité touristique ou pas. Et donc c'est vraiment dans leur nouveau rapport en fait avec les villes à côté et avec leurs différents quartiers. Et Carlos Ratti, vous avez entendu Claire qui a évoqué le problème de construire des bureaux vides, mais vous dites que même après la COVID-19, il y aura toujours besoin de bureaux. Mais comment vont être ces bureaux? Par exemple, le concept de open space est déjà anachronique, peut-être après la pandémie, ou est toujours vivante? Yeah. Eh bien, merci de me poser cette question. Tout d'abord, si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Alain, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit.
Mais je pense que les villes ont autre chose. Il y a autre chose que l'on pourrait faire pour les rendre plus abordables. En tout cas, quelque chose que les gouvernements pourraient faire pour les rendre plus abordables. Je pense que les latins anciens avaient deux mots pour la ville. Le mot urbe, qui était la vie physique, et le mot civitas, qui était la communauté des citoyens. Et à l'heure actuelle, on a des grandes villes dans le monde et ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui veulent avoir accès à la ville physique, la ville urbe, mais ils ne veulent pas faire partie de la civitas et y participer. Et c'est ce qui s'est appliqué au tourisme ces dernières années et aussi aux gens qui veulent continuer à utiliser le centre de Paris quelques jours par an ou le centre de New York ou de Londres. Je crois que ça, c'est très dangereux pour la ville. Il faut donc agir contre ces comportements parce que, en fait, ça fait que la urbe, la ville physique, est utilisée par des gens qui ne veulent pas communier dans cette ville, qui ne veulent pas participer à la civitas. Donc, pour ajouter à ce que disait Alain, il y a des décisions que les gouvernements pourraient prendre dans ce sens et on pourrait commencer à travailler dans ce sens, c'est-à-dire que les gens qui veulent vivre dans une ville doivent contribuer à la communauté. Vous ne pouvez pas avoir un voyage gratuit, être un oligarque russe qui achète un appartement au centre de Paris et qui ne l'occupe pas. Ça ne fonctionne pas comme ça ne doit pas être. Autre chose, la bonne nouvelle pour les bureaux, c'est qu'il faut continuer à avoir des espaces physiques pour créer les liens faibles. On avait des bureaux par le passé qui étaient beaucoup plus grands que ceux qu'on a à l'heure actuelle. L'an dernier, j'étais à Aix pour la première fois aux rencontres d'Aix et quand vous regardez la richesse de cette ville, c'est incroyable. Donc, si on avait un peu plus de souplesse, et même si on passe moins de temps dans les bureaux, il faut les reconcevoir, les créer différemment, de manière à ce que le temps qu'on y passe nous permette de tisser des liens, tous ces liens faibles. Les open space, comme vous l'avez dit, sont déjà morts depuis quelques années et ce n'est pas quelque chose de récent. Je crois que très bientôt, on va oublier le Covid et je ne sais pas si ce sera dans 6 mois, 1 an ou 18 mois. On va se retrouver les uns les autres et se rapprocher physiquement. Et il va falloir avoir une vie de bureau. Et nous avons quelques projets en cours dans notre bureau de conception pour réfléchir à cette nouvelle conception. Alors, pour vous donner un exemple, les gens qui font du 3+2 ne peuvent plus avoir un bureau privé puisqu'ils sont 3 jours d'un côté, 2 jours de l'autre. Et donc, il peut y avoir des bureaux qui sont utilisés par plusieurs personnes. On peut avoir un contrôle, une surveillance numérique de l'espace. Et la technologie en cela peut nous aider à mieux utiliser l'espace physique. Je pense qu'il faut aussi avoir quelque chose qui, même après la disparition du virus, nous permettra de conserver cette santé, cette propreté qui sont apparues. Donc, en fait, à la base, si vous pouvez travailler pour toujours depuis chez vous, pourquoi faire le trajet pour aller au bureau? Vous devez faire ce trajet si cela vous amène davantage de richesse. Et nous tous, en tant que concepteurs, architectes, urbanistes, nous devons réinventer la magie d'être ensemble dans les bureaux. Merci, Carlo. Une question pour Winnie, parce qu'on de la COVID maintenant, mais vous avez soutenu que c'est mieux la densité des populations et tout le monde pense maintenant, pas mal de gens, que peut-être dans une grande ville, c'est un peu dangereux maintenant avec un pathogène comme le coronavirus. Pourquoi vous soutenez le contraire?
Yeah. Can you hear me? Yeah, oui, tout à fait. Bon, je vais essayer de répondre à votre question. De manière générale, et Carlo l'a dit, on a besoin les uns des autres, on a besoin de se voir, on a besoin de s'encourager et pour s'inspirer les uns les autres et s'aider à évoluer. Donc on a un fort besoin les uns des autres. Et on peut, même si on peut partager par les plateformes virtuelles. Autre chose importante, une densité importante nous permet de conserver des espaces ouverts à l'extérieur, notamment quand on a de plus en plus de population, et ça permet de réduire la mobilité. Alors, le plus important, c'est de trouver le bon équilibre. Je peux vous montrer un avenir où si on ne procède pas ainsi, notre planète deviendra impossible et on ne pourra survivre sur cette planète. Je vous remercie. J'ai l'impression que de tout ce qu'on a parlé, c'est surtout sur les grandes villes. Est-ce que il faut aussi que les villes soient plus humaines, aussi les petites villes. Et qu'est-ce que peut votre entreprise apporter pour ça? Ah, merci. Les territoires sont au cœur de l'ADN de mon entreprise. On a un vrai projet stratégique autour de la décentralisation. Oui, on a des projets dans les grandes villes, mais on travaille aussi pour les petites villes. Un projet 1001 gares permet à chaque collectivité, dans plus de 60 000 mètres carrés sur le territoire, de réfléchir à mettre de l'humain dans la gare pour rendre la ville plus humaine. Et dans chaque ville, on réfléchit à un projet avec la mairie. Dans ces petites villes, on a déjà 50 projets. Un glacier à la Bourboule, des espaces de coworking, des maisons médicales, des salles de sport. On travaille réellement à remettre des hommes et des femmes dans la gare pour créer de l'humain dans la ville. Merci. Merci beaucoup. On va pas avoir de temps pour les questions de l'audience et il y a pas mal. Il y a si peu de gens. S'il te plaît, Étienne, je voudrais que tu nous soulignes les idées les plus remarquables que tu as trouvées dans ce débat. Ouais, d'abord, c'était passionnant et il m'a semblé qu'il y avait une petite tension, pas psychologique, mais une tension de paradigme entre ceux qui, au fond, veulent inventer des nouveaux modèles et quitte à bousculer les habitudes économiques et sociales et dire, voilà, il faut remettre les emplois à domicile, faire plus de télétravail, redonner un rôle aux petites villes, et tout ça, c'est des choses souhaitables. Et loin, je pense, si je fais l'interprète des autres qui pensent que les contraintes économiques et les contraintes sociales et les évolutions sociales nous submergent, peuvent être un peu sceptiques, mais en même temps, on a besoin de rêver et de penser à ces mondes-là. Les petites villes, moi je viens d'une petite ville, c'est là que j'ai fait mes études de lycée, c'est une ville que les architectes connaissent bien, c'est Briey, en Meurthe-et-Moselle, et qui est connue pour avoir une des 3 cités radieuses de Le Corbusier. Et c'est une cité qui restait radieuse quelques années, mais qui ensuite a vite décliné, parce que c'était des bonnes idées, mais qui n'ont pas tenu au fond sur le long terme. Les circuits courts, c'est pareil. Au fond, les villes, c'est des lieux d'échange, des lieux de transit, des lieux de mobilité. Dans les siècles précédents, le nec le plus ultra pour une petite ville, c'était de devenir une foire, que l'empereur donnait le privilège de devenir une foire pour attirer des flux d'échanges et s'enrichir et se développer. Donc ça, je pense que c'est une dimension qui est inéluctable. Les grandes villes, chaque pays a besoin d'1, 2, 3 métropoles mondiales pour attirer et avoir des sources d'innovation. Et plus on rendra ces villes agréables, plus on pourra avoir ces développements, ces personnes qui viennent contribuer et développer, mais ça se capitalisera aussi en tension sur le logement, tension sur les inégalités de richesse. Donc il faut faire avec, essayer de voir comment on peut accommoder ça au mieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être créatif dans les idées, mais les forces qui sont là sont des forces extrêmement fortes. Et puis une dernière chose sur ces histoires de mobilité, et donc les circuits courts, je pense que c'est bien si on est prêt à payer pour avoir des choses produites localement, on devrait. Mais quand on voyage, et tous les gens de cette table voyagent beaucoup,
on se rend compte qu'il y a une immense inégalité entre les populations de tous les pays du monde. Il y a ceux qui peuvent voyager où ils veulent, quand ils veulent, et se loger dans le quartier qu'ils veulent, changer de pays parce qu'il y a des opportunités économiques ou quitter la corruption. Et il y a les 4/5 de la planète qui n'a pas ce droit humain fondamental qui est la mobilité. Et donc, je préfère penser à des villes qui sont des échanges plutôt que des villes qui remettent des ponts-levis pour éviter les circuits longs. Voilà. Merci beaucoup. On doit finir. Le débat était très agréable, mais pour rendre les villes plus agréables, on devra encore travailler, on va le faire. Merci beaucoup à tous.